Tout enfant né avant terme, c'est-à-dire avant 9 mois, est dit prématuré. Selon les statistiques de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, un bébé meurt chaque seconde dans le monde. Chaque année également, 15 millions de nourrissons naissent prématurément et plus d'1 million d'entre eux meurent à cause de leur état de fragilité. Vous savez, un enfant qui est prématuré, c'est un enfant qui est né avant terme, donc qui est immature. Il est formé, mais il n'est pas mûr. Et pour cela, le cerveau est immature, le poumon est immature, le foie est immature, l'intestin est immature. Donc ce que nous craignons le plus, ce sont dans l'immédiat les problèmes respiratoires. Donc ce sont des enfants qui oublient de respirer ou qui font ce qu'on appelle la maladie des membranes hyalines. Il faut un produit qui coûte très cher, dont on ne dispose pas. Et ces enfants-là, quand ils présentent la maladie des membranes hyalines, ils décèdent. Ce gala de bienfaisance, initié donc par la Fondation Rosa Maria Mystica, a permis de lever des fonds pour la construction d'un hôpital dédié aux bébés prématurés. Cet acte de la Fondation Rosa Mystica est un acte fort. Beaucoup d'enfants sont refoulés parce qu'il n'y a pas de place. Donc un hôpital spécialement pour les prématurés serait bienvenu. Parce que c'est vrai que nous avons un taux de mortalité qui est très élevé, mais je pense que le taux de mortalité des prématurés qui n'ont pas pu être admis dans un hôpital est beaucoup plus élevé. C'est le quartier d'Andokwa-Kouté qui abritera dans les prochains mois cet hôpital dédié aux prématurés. La première pierre pour la construction a été posée par l'ex-international ivoirien Lucien Kassi Kouadio. J'ai perdu ma maman pour simple médicament 1000 francs. Et c'est de là que j'ai eu ma force pour dire un jour, si je devenais quelqu'un dans ma vie, j'allais tout faire pour m'occuper des enfants démunis, des enfants pauvres comme moi-même. Et aujourd'hui, j'ai tenu ma promesse. Un acte salué par les personnalités venues de divers pays. Tous ceux qui œuvrent pour l'aide, tout ce que vous pouvez envoyer à quelqu'un qui n'en a pas et que vous voyez la satisfaction et le sourire sur le visage de cette personne, ça mérite un support. C'est une grâce de Dieu. Et tout le monde n'est pas appelé à le faire. Il n'y a aucune religion qui exclut le bienfait. La preuve, le bienfait est toujours payé, ce n'est jamais perdu et ce n'est payé que par Dieu. C'est dans cette construction de cette œuvre humaine que nous sommes venus honorer de notre présence aujourd'hui à cette pose de première pierre au nom du président Moustapha Niasse. Il est temps aujourd'hui qu'on se donne la main, de s'entraider, parce qu'aujourd'hui, tant qu'on ne se donne pas la main pour s'entraider, ça peut pas aller. C'est faire du bien à des enfants d'autrui. Plus tu donnes, il ne faut pas penser autrement. Plus tu aides les gens, plus ton derrière est assuré. Le site devant abriter l'hôpital dédié aux prématurés accueillera également un sanctuaire marial destiné à tous les croyants. À l'image de ces vendeuses du marché de la commune de Port-Boué à Abidjan, la plupart des commerçants en Côte d'Ivoire ont besoin de financement pour développer leurs activités. Je souhaite que les autorités n'ont qu'à nous donner, n'ont qu'à augmenter à faire des microfinances là, pour nous donner crédit. C'est ça que je veux. J'ai besoin de financement pour agrandir mon commerce. Parce qu'on n'a pas les moyens pour faire le commerce, donc on cherche un peu d'aide pour que notre activité s'avance. Le réseau entrepreneurial des femmes africaines, REFA, veut aider à résoudre la question du financement des activités de la gente féminine pour l'autonomisation de la femme. Avant de financer les femmes, les projets des femmes, il faut savoir où prendre les fonds. Nous savons que ces fonds existent. Il y en a partout, dans les ministères, même dans les communes, dans les institutions, dans les banques. Donc, nous allons à l'information. Et nous prenons ces informations pour mettre à la disposition des femmes. Parce que nous savons que chaque femme a un projet qu'elle veut réaliser. En plus de sa mission de soutenir l'entrepreneuriat féminin, ce réseau a mis en route une caravane de l'hygiène alimentaire, environnementale et la lutte contre l'insalubrité. Nous voulons que ces femmes-là mettent leur environnement propre pour que nous puissions manger sainement. Parce que ce sont elles qui sont à la base de notre nourriture, de notre alimentation. Ce combat du REFA a eu un écho favorable auprès du ministère du Tourisme. Lorsqu'un touriste visite la Côte d'Ivoire, il peut être tenté donc, de découvrir ce que c'est que l'alimentation ivoirienne et au passage pouvoir donc déguster cette nourriture-là. Et si vous avez des femmes qui sont propres, qui
avec une hygiène de qualité, forcément, la Côte d'Ivoire donne une image, l'image d'un pays qui respecte les normes, en tout cas d'hygiène, à travers le monde. Aujourd'hui, nous tendons vers l'émergence et il est important, en tout cas, que le pays, dans toutes ses composantes, représente cette image-là. Avec pour mission de promouvoir, de développer et de soutenir l'entrepreneuriat féminin, le REFA poursuit sa caravane à travers la Côte d'Ivoire pour le bien-être de la femme. Le 9 avril 2003, une armée coalisée sous commandement américain entre à Bagdad, capitale de l'Irak, d'où s'est déjà enfui Saddam Hussein. Tout commence 3 semaines plus tôt, le 20 mars. Le président des États-Unis déclenche l'invasion de l'Irak. Son président Saddam Hussein menace la planète avec des armes de destruction massive, affirment les services secrets américains dans un rapport publié en octobre 2002. Le secrétaire d'État américain Colin Powell tente de rallier en vain le Conseil de sécurité. Le 5 février 2003, comme preuve de l'existence de ces armes, il montre au Conseil de sécurité de l'ONU une ampoule de poudre blanche supposée être de l'anthrax, un dangereux poison. Le 22 janvier 2003, à la suite du pape Jean-Paul II, la France de Jacques Chirac, l'Allemagne de Gerhard Schröder et la Russie de Vladimir Poutine affichent leur opposition au projet d'invasion de l'Irak. Le président George Bush Jr. rencontre les premiers ministres britanniques et portugais. Il décide de lancer une opération militaire conjointe contre l'Irak de Saddam Hussein en se passant de l'accord des Nations Unies et de celui de leurs principaux alliés. Le président américain envoie un ultimatum à Saddam Hussein et 48 heures après, le 20 mars 2003, lui déclare formellement la guerre. 3 semaines plus tard, le 9 avril, les soldats américains entrent à Saddam City, principal faubourg chiite du nord-est de la capitale. Les 2 jours suivants, Kirkuk et Mossoul tombent sans grande résistance aux mains des Kurdes qui se retirent ensuite au profit des Américains. La présence supposée d'armes de destruction massive, bactériologiques, chimiques ou nucléaires en Irak a servi à justifier l'intervention militaire américaine, mais rien n'a été trouvé. L'Irak sombre dans le chaos. L'arrestation de Saddam Hussein dans une cave de sa ville natale de Tikrit le 13 décembre 2003 et sa pendaison après un procès expéditif intervient le 30 décembre 2006. Les troupes américaines s'enlisent en Afghanistan. Les Américains font face à une guérilla multiforme, essentiellement urbaine et à forte composante interconfessionnelle. Les chiites des marais du Sud, traditionnellement proches des Iraniens et précédemment opprimés par la minorité arabo-sunnite, sont les nouveaux maîtres de Bagdad. Ils oppriment à leur tour les Arabes sunnites. De leur côté, les Kurdes de confession sunnite, mais proches des Iraniens par leur langue, organisent l'autonomie de leur territoire dans le quart nord-est de l'Irak jusqu'à l'irruption de Daesh. Prise en tenaille entre chiites et sunnites, perçus bien à tort comme des alliés de l'occupant américain, les communautés chrétiennes dont l'histoire remonte au tout premier siècle de notre ère se voient contraints de fuir leur patrie. Impuissants, les Américains finissent par se retirer d'Irak le 18 décembre 2011 à l'initiative du président Barack Obama qui a succédé à George Bush Jr. Ils ont perdu 4500 hommes en une décennie, mais aussi causé la mort d'environ 300 000 Irakiens, civils et combattants. Leur départ entraîne la création d'un embryon d'État islamiste autour de la ville de Mossoul, au nord-ouest du pays, sur les bords du Tigre. Cet État islamique en Irak et au Levant étend ses ramifications dans la Syrie voisine, également déchirée par la guerre civile. Les minorités chrétiennes et yazidis, kurdes monothéistes, sont persécutées. Le Moyen-Orient est entraîné dans l'abîme.